Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 août 2025 et notre ami Larry C. Johnson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Bon lundi. Comment allez-vous? Oui. Larry, commençons par ce qui s'est passé. L'attaque de drone ukrainienne contre une raffinerie de pétrole russe. C'est l'un des événements les plus importants, et il s'agit de l'une des raffineries les plus stratégiques de la Russie dans le sud du pays. Je ne sais pas si elle brûle encore, mais il y a eu une énorme explosion. Que se passe-t-il dans le conflit, sur le champ de bataille, qui a poussé l'Ukraine à agir ainsi? Eh bien, laissez-moi retourner la question. Ils font cela. Alors, quel est l'impact sur la capacité militaire de la Russie? Est-ce que cela affaiblit sa capacité à déployer des soldats? Non. Est-ce que cela affaiblit la capacité de la Russie à lancer davantage d'attaques avec des drones, des FAB, des missiles? Non. Vous savez, c'est de la communication. C'est une tentative de l'Ukraine de présenter la Russie comme « Oh, la Russie ne peut pas nous arrêter ». Oui, on peut faire exploser une raffinerie, attaquer une installation pétrolière ici ou là, et la Russie la répare. Ce n'est pas détruit de façon permanente. Ce n'est pas comme si la Russie se disait « c'est notre seule raffinerie de pétrole ». Ils couvrent 11 fuseaux horaires. Ils ont des installations pétrolières partout en Russie. Donc l'Ukraine, en faisant cela, ne fait qu'augmenter, à mon avis, la détermination des Russes à détruire l'Ukraine. Oui, parce qu'ils le peuvent. C'est la seule façon dont cela va se terminer, par la défaite totale et absolue de l'armée ukrainienne, et soit la mort, soit la capture de ses dirigeants actuels. Nous avons eu une interview avec Lavrov sur MSNBC, nous en avons déjà parlé auparavant, mais ils ont soulevé des questions cruciales concernant l'Ukraine. Et l'une d'elles concerne l'un des arguments les plus courants dans les médias occidentaux traditionnels à propos des civils tués. Voici ce qu'a dit Lavrov. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, voici les faits. Près de 50 000 civils ont été tués ou blessés dans cette guerre. La Russie a frappé des maternités, des églises, des écoles, des hôpitaux. Une maternelle rien que la semaine dernière. Donc, soit l'armée russe a une très mauvaise précision, soit vous visez délibérément les civils. Laquelle de ces deux options est la bonne? Écoutez, NBC est une organisation très respectable et j'espère que vous assumez la responsabilité des propos que vous diffusez. Je vous demande de nous envoyer ou de rendre publique l'information à laquelle vous venez de faire référence, car nous n'avons jamais visé de cibles civiles du type que vous avez cité. Il se peut que vous manquiez d'informations, car il est avéré qu'un certain nombre d'églises ont été délibérément frappées par le régime ukrainien, ainsi qu'un grand nombre de simples localités civiles, des zones habitées. Mais qu'en est-il de vos actions? Qu'en est-il de vos actions, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Écoutez, nous tournons en rond. Je vous l'ai déjà dit, et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Nous ne visons jamais de sites civils. Nous attaquons uniquement des sites directement impliqués dans la machine militaire ukrainienne que l'Occident essaie de renforcer. Et si vous avez la moindre preuve de ce que vous venez d'affirmer à propos des églises, des jardins d'enfants, des écoles, etc., je vous mets au défi. Rendez-la publique. Bien sûr, rendez-la publique, avec les dates, les adresses, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, vous êtes une agence de diffusion. Vos auditeurs et téléspectateurs méritent d'avoir des informations précises lorsque vous avancez de telles affirmations. Oui, c'est probablement tout. Écoutez, c'est de la projection. C'est la même histoire que les sionistes ont racontée après le 7 octobre.
Oh, le Hamas a tué 40 bébés. Ils ont décapité 40 bébés. Et à l'époque, j'ai dit, vraiment, quels sont leurs noms? Vous savez, les grands-parents qui ont des petits-enfants se promènent avec leurs photos et parlent d'eux. On n'a vu aucun grand-parent venir pleurer la perte de son petit-fils ou de sa petite-fille. Et c'est pareil ici en Ukraine. C'est une projection occidentale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, qui bombardaient et tuaient des civils. Malheureusement, mon pays. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques n'ont jamais mené de bombardements massifs sur Berlin, Dresde, Munich, Stuttgart ou Hambourg. Ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont bombardé et tué des civils. La Russie, dans toute sa doctrine militaire, et cela remonte à plus de 80 ans, du moins en temps de guerre, ne tue pas directement des civils. Il ne les aligne pas pour les mettre dans des fosses et les fusiller. Ah ça, c'était les Allemands. Oui, donc Kirsten Welker ne fait que relayer la propagande ukrainienne. Parce que comme le disait Lavrov, vraiment. D'accord, donnez-nous les dates, listez les victimes. Parce qu'une des choses dans lesquelles les Ukrainiens excellent, c'est de faire ce genre d'accusations, d'enflammer l'Occident, mais sans jamais fournir de preuves à l'appui. Je vous garantis que si la Russie avait largué une bombe qui avait tué 100 véritables civils, les Ukrainiens auraient exposé les corps. Il y aurait des photos, leurs noms, etc. Mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. C'est comme ce qui s'est passé à Boutcha, où les Britanniques ont en réalité amené des corps d'autres endroits et les ont placés dans la rue. C'était des Ukrainiens morts à cause d'actions ukrainiennes, pas russes. Mais ensuite, ils en ont accusé les Russes. Donc cela fait simplement partie de la tactique de diffamation. C'est pourquoi je maintiens que Donald Trump peut être sincère dans sa volonté de négocier la paix avec la Russie. Mais cela n'arrivera pas. Les médias et l'establishment sont trop profondément engagés, trop ancrés dans cette idée qu'ils doivent détruire la Russie. Et qu'ils le fassent ouvertement, secrètement ou par la tromperie, ils ne sont pas intéressés par « Hey, asseyons-nous et trouvons un accord de paix. » Donnons à la Russie les garanties de sécurité dont elle a besoin, que nous, l'OTAN, n'allons pas continuer à renforcer notre force menaçante à sa frontière occidentale. Cela va finir par une guerre. Il n'y a pas, je ne vois personnellement aucun moyen de l'éviter. Nous avons appris que Joe Biden va envoyer des missiles à courte portée en Ukraine. Ouais, écoutez, je suis totalement pour la paix. Je vais envoyer encore plus de missiles. Inversez les rôles. Si la Russie envoyait des missiles au cartel de la drogue mexicain ou à destination du Venezuela, pensez-vous que les États-Unis diraient « Oh, tant pis, ils ne le pensent pas vraiment ». N'importe quoi. Vous savez, Trump doit, vous connaissez l'expression, il faut choisir ou partir. Il doit décider. Est-il pour la paix ou non? S'il est pour la paix, il faut arrêter l'envoi d'armes, arrêter l'envoi de renseignements, arrêter l'envoi d'argent et dire non, nous n'allons pas continuer à permettre cela. Mais il ne fait pas ça. Il fait le contraire. Et il ne s'agit pas seulement de missiles à courte portée. Vous savez ce qu'ils appellent, je crois, le missile d'attaque à portée améliorée, les RAM. Il peut atteindre jusqu'à 400 km. Donc voilà, c'est... 400. Oui, Wow. Je pense que Donald Trump est en train de supprimer ces lignes rouges que l'administration Biden avait, d'une certaine manière. je veux dire, cette complaisance constante envers les gens, leur permettre de croire ce qu'ils veulent. Prenez du recul. Quelles sont les actions? Que fait-il concrètement pour dire « D'accord, non, nous allons désamorcer la situation ». Et ensuite, on dit qu'il doit jouer le jeu politique, parce que les Ted Cruz et les Lindsey Graham
Eux veulent, si vous vous souvenez de cette interview que Tucker Carlson a faite avec Ted Cruz, où il déclare « La Russie est notre ennemi. Je veux affaiblir notre ennemi. » Attendez une seconde. Qu'est-ce que la Russie nous a fait? Qu'ont-ils fait? Nous avons essayé de soutenir que la Russie était intervenue dans notre élection, et il s'est avéré que c'était une pure invention des démocrates. La Russie n'a rien fait pour attaquer, blesser ou nuire aux États-Unis. Nous, en revanche, avons du sang sur les mains. Et vous savez, je reconnais aux Russes leur patience et leur tolérance. Franchement, et peut-être qu'on en viendra là, Poutine pourrait finir par se lever un jour et dire « D'accord, nous en avons assez. Toute nouvelle attaque sur le sol russe, avec des missiles provenant d'Allemagne, de Londres, d'Angleterre, de France ou des États-Unis, nous riposterons et nous frapperons votre pays jusqu'à ce que vous arrêtiez. » Oh, ça va nous mener à la Troisième Guerre mondiale. C'est exactement là où on va, bon sang. Sérieusement, réveillez-vous les gens. Vous voyez, vous m'avez vraiment énervé cette semaine. Vous savez ce qui est drôle? Il parle de ces missiles, les IRAM, comme vous l'avez dit. C'est l'Europe qui paie pour tous, pas les États-Unis. Mais qui se soucie de qui paie? Le résultat est le même pour la Russie, non? Que vous me tiriez dessus avec une arme à feu ou que vous engagiez quelqu'un pour le faire, selon la loi, vous êtes complice de meurtre. Vous êtes impliqué dans un meurtre. D'accord? C'est exactement ce qu'est les États-Unis, complices du meurtre de civils russes. Les personnes que vous avez mentionnées, qui sont d'une certaine manière optimistes quant à la relation entre les États-Unis et la Russie sous l'administration Trump, existent aussi bien aux États-Unis qu'en Russie. Mais après tout, Donald Trump peut-il réellement changer l'attitude des États-Unis envers la Russie? Pensez-vous que cela soit possible à grande échelle dans la perspective globale de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie? Non, pas tant que la propagande ne sera pas arrêtée. Vous savez, il suffit de regarder l'hostilité de Kirsten Welker, qui posait ces questions à Lavrov. Cette attitude inquisitrice, accusatrice, sans aucune tentative réelle de comprendre, sans rapporter le fait qu'il existe des preuves documentées que les Ukrainiens utilisent des écoles, des hôpitaux, des églises à des fins militaires. Et la Russie a-t-elle commis des erreurs là-dedans? Probablement. Je veux dire, ce sont des êtres humains. Les êtres humains font des erreurs. Mais ce n'est pas une politique délibérée de leur part d'attaquer des cibles civiles. Ils ont en réalité évité d'attaquer et de causer des pertes civiles, car ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est de détruire l'armée ukrainienne, puis d'éliminer l'influence nazie. Je pense vraiment que la stratégie des États-Unis et des Européens en Ukraine repose sur la rationalité ou la logique du côté russe. Parce qu'ils croient en quelque sorte que peu importe à quel point ils font monter la situation en Ukraine, la Russie va réagir de manière rationnelle. Ils ne vont pas escalader, ils ne vont pas aller dans cette direction. C'est pour cela qu'ils font tout cela. Penses-tu qu'ils ne voient pas la Russie escalader et que c'est pour cela qu'ils agissent ainsi? Eh bien, ils ont confondu la patience avec la faiblesse. Ils se sont convaincus que la Russie est faible. Souvenez-vous, vous savez, quand ils disaient que la Russie devait récupérer des puces électroniques dans des machines à laver et des réfrigérateurs juste pour les mettre dans des missiles afin de pouvoir en tirer quelques-uns, mais en même temps, ils affirmaient que la Russie allait manquer de missiles d'un jour à l'autre. Et je peux vous citer des personnes ici, aux États-Unis, qui ont un public ou qui réussissent à écrire des newsletters et qui sont convaincus que l'économie russe est en très très grande difficulté.
Oh mon Dieu, ils vont s'effondrer d'une minute à l'autre. Et quand vous essayez de leur faire remarquer, disons, d'accord, prenons du recul et regardons cela rationnellement. Comparez la Russie d'aujourd'hui à ce qu'elle était après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Entre cette période 1998, c'est cette année, la Russie était en chute libre économique. Russia was in a economic free fall. They lost, Ils ont perdu. Vous savez, l'espérance de vie moyenne des hommes a diminué parce que les hommes mouraient plus jeunes et plus tôt, souvent à cause du suicide et de l'alcoolisme. La classe moyenne a été décimée. Il n'y avait qu'environ 7% de la population considérée comme classe moyenne. Ils ont connu 2 périodes d'hyperinflation, donc la Russie a traversé des circonstances économiques très dévastatrices par le passé. Maintenant, qu'ont-ils? Eh bien, ils ont eu une croissance de 4,7% l'année dernière. Et en réaction à cette croissance, qui a déclenché, enflammé l'inflation, la Banque centrale a dit « D'accord, nous allons calmer cela ». Ils ont relevé les taux d'intérêt jusqu'à 22% et cela a ralenti comme prévu l'activité économique au point qu'elle ne croît plus maintenant qu'à 1,5%. Economic activity to the point that it's now growing at 1.5%. Since then, now starting in, I believe it was like May. Depuis lors, à partir de, je crois que c'était en mai, Nabiullina, la présidente de la Banque centrale, a commencé à baisser régulièrement les taux d'intérêt. Et l'économie est en fait en train de se redresser. Ce qui est le plus intéressant, c'est que les salaires n'ont pas baissé en Russie. Donc les gens n'ont pas perdu leur pouvoir d'achat. Parce que l'une des choses qui peut souvent arriver avec l'inflation, c'est que lorsque les prix augmentent, si les revenus restent stables ou même diminuent, les gens finissent par s'appauvrir. J'ai vu cela de mes propres yeux en Argentine, en 1984, lors de l'hyperinflation qui a frappé ce pays. Et puis ils se lamentent. Oh, la Russie n'a que 2,2% de chômage. Oui, c'est un problème. Ont-ils quelques pénuries de main-d'œuvre? Bien sûr. Des pénuries catastrophiques? Non. Parce que la seule chose que la Russie continue d'avoir pour elle et que l'Occident refuse de saisir, de comprendre ou d'apprécier, c'est qu'elle possède toutes les ressources naturelles dont elle a besoin pour nourrir sa population, alimenter ses industries, construire tout ce qu'elle souhaite construire. Mais j'y reviens. C'est ce genre de propagande délibérée qui continue de remplir l'esprit du peuple américain. Cela remplit assurément ce qu'il y a dans les crânes vides de ses membres du Congrès, des sénateurs et des législateurs. Mais tant que l'Amérique ne changera pas d'attitude et ne pourra pas dire « Hey, la Russie n'est pas notre ennemi », vous savez, je pourrais revenir et expliquer pourquoi nous pouvions considérer les Soviétiques comme des ennemis avec le communisme international, etc. Mais même cela était exagéré. J'ai écrit un article, je crois que c'était jeudi, en réaction à cette tribune qui est parue dans le Wall Street Journal, signée par un certain Varadarajan. Et Varadarajan cite ce soi-disant spécialiste de la Russie, un certain Kotkin, qui est, vous savez, professeur émérite à Princeton, l'une des meilleures universités, et les absurdités qu'il a sorties pour quelqu'un censé être un expert de la Russie. C'est pas un jeune, c'est un homme âgé, à la retraite. Plus jeune que moi, mais quand même, il a 66 ans. Et ce qu'il écrivait, ou les commentaires qu'il faisait à Varadarajan, étaient tout simplement insensés. Et Varadarajan a attaqué Poutine, disant « Oh oui, Poutine, il pense que Staline est son héros. » Quoi? Si on regarde bien, ce qu'on reproche à Poutine, c'est d'avoir dit « Nous avons vraiment besoin d'une vision plus équilibrée de Staline. » Et Poutine le reconnaît, oui. Il a été un monstre en ce qui concerne la violation des droits des personnes. Arrestation secrète, exécution. Il y a eu des crimes avérés. Et Poutine affirme rejeter cela totalement. Cependant, il souligne que sous le règne de Staline,
le taux d'alphabétisation en Russie est passé de 21% à l'alphabétisation universelle. Et il ne s'agissait pas seulement de lire le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Non, il y a eu une amélioration spectaculaire de l'éducation, une éducation universelle pour tous les Russes, quel que soit leur statut social. Et il a industrialisé le pays au point que l'Union soviétique a devancé l'Occident industriel dans la conquête spatiale. Ainsi, Poutine, pour avoir reconnu l'histoire, est accusé de vénérer Staline, comme s'il voulait sortir, arrêter des gens et les entasser dans des goulags. Cela continue, c'est partout ici. Et franchement, je ne pense pas que les Russes apprécient cela. Je pense que toute la stratégie, Larry, de l'OTAN, ce fameux adage qui dit « Gardez la Russie dehors, l'Allemagne à terre et les États-Unis dedans », d'une certaine manière, ce qui se passe aux États-Unis et la stratégie de Trump vis-à-vis de l'OTAN, on dirait que les États-Unis ne veulent plus en faire partie. Et le problème d'ailleurs, le plus grand problème pour les États-Unis, pour les élites, pour l'establishment, l'État profond, peu importe comment on l'appelle, le blob, c'est qu'ils voient une région européenne, l'Eurasie, la vision plus large de cette région. Ils voient que la seule superpuissance, c'est la Russie. C'est ça le problème pour eux, Larry. Il n'y a personne en Europe pour contrebalancer cela. Je pense qu'au fil du temps, la situation empire. Elle ne s'améliore pas pour l'establishment. Eh bien, je dirais que l'establishment ressemble un peu à un enfant de 3 ans. Il a une capacité d'attention très limitée. Vous savez, un objet brillant par-ci, un autre par-là, parce qu'ils n'ont aucune stratégie. Aujourd'hui, la Russie est l'ennemi. Demain, ce sera la Chine. C'est insupportable. Ce que les élites occidentales ne reconnaissent pas, c'est le séisme économique qui se produit en ce moment, qui est en train de changer et changera l'avenir en ce qui concerne la manière dont la finance mondiale fonctionne. Par exemple, la tentative d'imposer des tarifs écrasants à la Chine et à l'Inde s'est complètement effondrée. L'Inde a essentiellement dit aux États-Unis d'aller se faire voir et a déclaré « Vous n'allez pas nous dicter votre conduite. Nous allons acheter du pétrole à la Russie. Nous allons en acheter encore plus à la Russie. Et au fait, quand nous l'achèterons, ce sera en roupies et en roubles. Nous n'utiliserons pas votre foutu dollar. Vous pouvez mettre votre foutu dollar dans des toilettes et vous en servir pour vous essuyer. » Voilà leur état d'esprit. Ce que Trump a accompli, c'est que la seule classe en Inde qui plaidait le plus pour un rapprochement avec les États-Unis. En gros, si nous devons nous incliner devant les États-Unis, faisons-le, car la relation en vaut la peine, a désormais changé de position. Alors que cette classe d'entrepreneurs, dont beaucoup étaient directement impliqués dans l'industrie pétrolière et gazière en Inde, déclare soudainement « Nous n'en voulons plus ». Ainsi, Trump a aliéné le seul groupe politique en Inde qui était réellement pro-américain. Désormais, le sentiment anti-américain monte. De la même manière, j'ai vu que la Chine venait de conclure un accord pour acheter, je crois que c'est une mine en Australie, et encore une fois, ils l'achètent avec de la monnaie chinoise. Ils n'utilisent pas de dollars. Auparavant, pour toute transaction internationale, il fallait des dollars. Cela crée donc une demande pour le dollar. Eh bien, cette demande est maintenant en forte baisse. Ce n'est pas nécessairement une baisse que l'on pourrait chiffrer à 20%, mais elle diminue d'une manière qui commence à devenir perceptible. En même temps, en Europe, de nombreux pays affichent un ratio dette-PIB supérieur à 100%. Nous en avons parlé un peu vendredi. Donc, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. C'est une façon simple de le dire. Et leur croissance économique est soit stagnante, soit en récession. Donc vous voyez, ce n'est pas limité à un seul secteur. Le même phénomène se répète ici, aux États-Unis.
the same phenomena is being repeated here in the States. Our economic growth is not as anemic as what's taking place. Notre croissance économique n'est pas aussi anémique que celle qui se produit en Europe. La situation de la dette s'aggrave, elle ne s'améliore pas et elle ne cesse de croître. Nous pensons pouvoir continuer à repousser le problème, peut-être que c'est possible, je n'y crois pas, mais regardez la Russie. Elle a un ratio dette-PIB de 19%. Je crois que c'est maintenant 19%. Aucun pays dans la sphère occidentale n'est dans cette catégorie. Donc, oui, s'il y a un effondrement du crédit, ils s'en sortent. Ils ont de la marge. Et donc la Chine, en réalité, malgré l'attente persistante en Occident selon laquelle l'économie chinoise allait s'effondrer, que le chaos économique allait arriver, et que la population allait se soulever pour renverser le Parti communiste, cela n'arrive pas. Donc, encore une fois, ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont des dirigeants délirants ici, aux États-Unis et en Europe, qui sont incapables, ils sont tellement aveuglés par leur haine et autres, qu'ils ne peuvent pas apprécier ce qui se passe réellement. Vous savez, et l'idée, j'ai entendu quelqu'un d'autre dire « Oh, Poutine est isolé, n'est-ce pas? Vraiment? » Regardez ce qui se passe avec les BRICS. Regardez la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a lieu, je crois, la semaine prochaine. Oui, à la fin de cette semaine, peut-être dimanche ou lundi prochain. Donc, la Russie et la Chine, elles ne sont pas isolées. En réalité, leur influence grandit, parce qu'il y a tellement de pays dans le monde qui ont été victimes de l'impérialisme occidental, qu'ils commencent à se libérer de ces chaînes et à dire « Par Dieu, nous n'allons plus vivre comme ça. Vous n'allez plus nous dire quoi faire. » Oui, il semble que le sommet de l'OCS va être très important, car tous les chefs d'État seront présents. Le président iranien, le président russe et le président chinois. Le Premier ministre indien Modi sera présent. Oui, oui, ça va être énorme. Il s'avère que c'est encore plus important que les BRICS. Tous ces gens. Oui. Je veux dire, les BRICS et l'OCS se complètent, parce qu'en fait, je pense que chaque membre de l'OCS fait partie des BRICS. Les BRICS sont en réalité plus grands que l'OCS, mais ils ont deux objectifs différents, je pense. L'objectif des BRICS est vraiment de créer un système financier mondial alternatif, où les gens peuvent commercer, faire du commerce, développer leurs économies, sans avoir à s'inquiéter de la menace de sanctions américaines pour avoir utilisé le dollar. Ce n'est pas une attaque directe contre le dollar, mais si cela se concrétise, à mesure que cela grandit, ce sera une attaque contre le dollar. Donc vous savez, Vladimir Poutine ne ment pas quand il dit à Trump « Non, écoute, nous n'essayons pas de détruire le dollar. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de vous enlever la capacité de nous prendre en otage. Nous n'allons pas continuer à vivre comme ça. Vous n'en avez pas le droit. Tu sais, personne n'est mort et ne t'a fait Dieu. » Nobody died and made you God. Trump a-t-il fait quoi que ce soit pour sauver le dollar, pour aider, pour améliorer le dollar jusqu'à présent? I'd say no. I think Je dirais non. Vous savez, je pense que lorsque tout le poids des tarifs douaniers, j'ai vu, je crois que c'était soit Reuters, soit Bloomberg hier, que les agriculteurs américains qui cultivaient du soja, leurs exportations ont maintenant chuté de 51%. Parce que la Chine a dit « Ah, vous allez nous menacer de sanctions, allez vous faire voir, nous allons acheter au Brésil », ce qu'ils ont fait. Maintenant, si vous êtes au Brésil, vous avez des agriculteurs heureux là-bas. Ils vendent leur production, probablement un peu plus cher que ce qu'ils auraient touché si les Chinois l'avaient acheté aux États-Unis. Mais la Chine dit, nous n'allons pas continuer à traiter économiquement avec ce pays qui nous insulte, nous menace et nous considère comme un ennemi. Nous traiterons avec le Brésil. we'll deal with Brazil. So this
Alors, à mesure que cela commence à s'inscrire dans toute la matrice économique, je pense qu'il y a une très forte probabilité d'une crise économique, d'une crise financière mondiale dans les 2 prochains mois. Je fonde cela sur le fait que la croissance en Europe est anémique, que l'Europe et les États-Unis sont confrontés à une dette massive, et qu'avec la perspective d'une extension des guerres, à la fois en Ukraine et entre l'Iran et Israël, qui risque de repartir, il n'y a tout simplement pas, encore une fois, il n'y a pas de dirigeant fort d'un côté comme de l'autre qui se lève avec une vision pour dire « Hé, tout le monde, prenons une grande inspiration. Calmons-nous. Rappelons-nous que nous sommes tous sur cette terre ensemble. Nous sommes comme dans un canot de sauvetage. Travaillons ensemble, au lieu d'essayer de nous entretuer. » Para Porid Battisting, Imam. Instead of working to kill each other. You don't have anyone doing that yet. Je ne sais pas si tu as vu Smotrich parler de ce qu'il ressent par rapport à la situation au Moyen-Orient. Il a dit « Nous avons vaincu la tête de la pieuvre, ce qui veut dire que tu as tort. Et nous avons vaincu les Yéménites, et ils ont bombardé le Yémen. Bien sûr. » Sure. And Yemen keeps firing missiles at them. Et le Yémen continue de leur lancer des missiles. Encore une fois, ces gens sont dans le déni. Ils ne comprennent pas ce que signifie gagner, ce que signifie la victoire. Ils ont décapité l'Iran? Non. Tout ce qu'ils ont fait, c'est convaincre les Iraniens que, vous savez, la voie pacifique que Pojetskian prônait, jolie pour l'allitération, non? La voie pacifique que Pojetskian prônait a désormais été rejetée. Je veux dire, les Iraniens se renforcent maintenant et disent « D'accord, ils ont créé un conseil plus puissant pour prendre les décisions militaires. Un conseil qui ne sera pas du tout contrôlé ou soumis au veto de Pojetskian et qui sera davantage sous l'influence de l'armée. » Apparemment, il semble qu'ils renforcent leur coopération militaire avec la Chine et la Russie. Il y avait déjà une coopération auparavant, mais rien de comparable au fait de permettre aux Russes ou aux Chinois de venir installer des systèmes de défense aérienne. Encore une fois, je suis plus partial. Beaucoup de Chinois ont peut-être plus de capacité à fabriquer des choses. À ma connaissance, cela n'a pas été testé au combat de la même manière que les systèmes russes. Donc avec la Russie, on sait que ça fonctionne. On sait ce qu'on a. Avec les Chinois, c'est un peu une inconnue. Néanmoins, est bien positionné pour que s'il est de nouveau attaqué par Israël, il décime Israël cette fois-ci. Avant, il répondait coup pour coup. Cette fois, je ne pense pas qu'ils laisseront passer cela. Et peut-être que si Israël est décimé, ce serait finalement la seule façon de sauver le peuple palestinien. J'aimerais qu'on n'en arrive pas là, mais je ne vois vraiment pas d'alternative. Eh bien, je vois une alternative, mais je ne vois pas la volonté politique de la mettre en œuvre. L'alternative est très simple. Un embargo économique total sur Israël de la part de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Europe. Un embargo économique total. Israël serait alors obligé de capituler, de négocier et de commencer à retirer ses troupes. Mais vous savez, nous n'avons même pas vu cela. Malheureusement, je pense que la Russie, la Chine et l'Inde pourraient vraiment faire beaucoup avec l'Afrique du Sud et le Brésil pour montrer l'exemple, mener la charge en plaidant pour qu'Israël soit stoppé. Mais ils ne le font pas. Ils ont, je suppose, d'autres chats à fouetter. Larry, nous avons reçu le chef de l'opposition en Israël, Yair Lapid. Il affirme que la guerre à Gaza est devenue l'Afghanistan d'Israël. Ou le Vietnam. Vous savez, on entend sans cesse, eh bien Israël entre dans Gaza. Écoutez, ils continuent de larguer des bombes et de tuer des civils chaque jour. Ils viennent encore de tuer 5 journalistes supplémentaires cette nuit. Je veux dire, ces sionistes ne sont rien d'autre que des meurtriers, tout simplement. Et pourtant,
il y a de l'hésitation. Il reste encore un peu de bon sens au sein de l'armée israélienne. Le chef de l'état-major de Tsahal dit « Évidemment, si nous entrons dans la ville de Gaza, nous allons finir par tuer tous nos otages qui s'y trouvent. Nous voulons sauver les otages. » Lui en tout cas. Et les parents de ces otages veulent que leurs enfants soient sauvés. Mais le Hamas est prêt à mener une guerre de guérilla meurtrière qui va coûter la vie à un certain nombre de soldats israéliens. Donc cela, vous savez, encore une fois, la croyance d'Israël en son invincibilité a été mise à nu dans cette situation. Vous savez, au cours des 20 derniers, en fait, nous en sommes maintenant à presque 23 mois. En réalité, nous sommes à 23 mois. Le mois prochain, cela fera 24. Et puis, le 7 octobre, nous entamerons la 3e année de cette guerre. Ce que je trouve fascinant, c'est tous ces fervents soutiens d'Israël qui disent « Regardez comme la Russie est mauvaise, 3 ans et demi, et ils n'ont pas réussi à vaincre l'Ukraine. » Oui, mais ils ne combattent que sur un front de 1200 miles. Ils affrontent une armée entièrement soutenue, équipée et financée par l'OTAN. Ils combattent une armée qui possède réellement des chars, de l'artillerie et certainement des centaines de milliers de soldats. Et pourtant, ils continuent d'avancer. Qu'avez-vous fait, Israël, dans une zone qui fait quoi? 100 miles carrés. Pas 1200 milles, mais 100 milles carrés. Une petite zone confinée face à un groupe de personnes qui ne sont pas une armée professionnelle, qui ne sont pas armées ni équipées par l'OTAN, qui ne bénéficient pas du renseignement et de la surveillance de l'OTAN. Ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'artillerie. Alors que vous, Israël, vous avez tout cela et vous n'arrivez pas à les vaincre. Voilà la réalité. Donc, vous savez, ces gens qui, d'un côté, veulent critiquer la Russie et affirment que la Russie ne fait rien, très bien, appliquez la même norme. Cela signifie qu'Israël est vraiment en difficulté. Il semble que Netanyahou approche de la fin. Il n'y a plus rien que Netanyahou puisse utiliser d'une manière ou d'une autre pour survivre. Que pensez-vous de l'avenir de Netanyahou et de son mouvement en Israël? Quel en a été le résultat jusqu'à présent? Eh bien, sa popularité en prend clairement un coup. Mais comme le dit le vieil adage, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Il a donc des limites et des faiblesses. Mais il n'est pas en position de rallier davantage de soutien. Souvent, la stratégie consiste parfois à entrer en guerre, en espérant qu'elle unira le peuple et forcera les gens à se ranger de votre côté. Mais dans ce cas, s'il essaie d'étendre la guerre et de repartir dans un nouvel affrontement avec l'Iran, cela pourrait vraiment mener à la destruction. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de voie politique pour désamorcer la situation en Israël. On est sur une trajectoire de collision. Ils essayent de pousser le gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah. Cela n'arrivera pas. Le gouvernement a accepté d'essayer de le faire, mais il n'a tout simplement pas les moyens matériels de le réaliser. Et Israël, je pense, va devoir commencer à consacrer davantage de ressources militaires pour maintenir sa position en Syrie. Encore une fois, Israël ne dispose pas de ressources illimitées. C'est là que vous savez, si vous avez un navire, par exemple, et qu'il y a une fissure affaiblie, vous pouvez travailler à la renforcer. Mais si vous avez 4 ou 5 fissures affaiblies, alors ce navire risque réellement qu'une de ces fissures cède, prenne l'eau et coule. C'est pourquoi je pense qu'Israël est poussé à un point de rupture potentiel. Et c'est juste, encore une fois, au lieu de reconnaître cela, les gens préfèrent simplement repousser le problème à plus tard. Et même Donald Trump, avec son soutien total à Netanyahou,
je pense qu'il ne pourra pas inverser la tendance, ni changer les choses au Moyen-Orient. Parce que, d'une certaine manière, les États-Unis veulent d'un côté exercer une forme de domination au Moyen-Orient, mais d'un autre côté, leur soutien à Israël détruit tout ce que les États-Unis ont, la légitimité de leur action dans la région. Yeah, yeah. Well, if Donald Trump actually, Eh bien, si Donald Trump le voulait vraiment, il pourrait contraindre Israël à arrêter. Il en a le pouvoir, mais politiquement, il ne peut pas le faire, parce que premièrement, il bénéficie d'un soutien important de la part de la communauté sioniste. Mais il y a aussi, et je sais que Ray McGovern le pense, et je ne peux pas écarter cette hypothèse comme improbable, qu'il existe en réalité des éléments de chantage détenus par les sionistes qu'ils utiliseraient contre Trump s'il affaiblissait d'une quelconque manière son soutien à Israël. Donc les États-Unis pourraient arrêter cela, mais ils ne le feront pas. Mais même si les États-Unis n'essayent pas de l'arrêter, je pense que mon autre point est que je crois toujours que des pays comme l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil pourraient jouer un rôle de premier plan pour mettre fin à cette situation. Mais eux non plus ne le font pas. Il n'est donc pas forcément juste de blâmer uniquement les États-Unis. it's not necessarily fair to blame only the United States. Yeah. Larry, Lavrov, during the interview, Oui. it seems that Russia Larry, pendant is l'interview, one of the- il semble que la Russie ait frappé l'une des usines américaines en Ukraine. And here is what- Et voici ce qu'ils essaient de faire. You know, Vous savez, les gens qui observent ce qui se passe aux États-Unis and the way they- et la façon dont la rhétorique à la Biden attaque d'une certaine manière Donald Trump, is somehow attacking ils ne savent pas quoi penser de la situation aux États-Unis. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas que Donald Trump se rapproche de la Russie. Because these people are- they- Regardez simplement l'interview, la façon dont il pose la question à Lavrov. Just look at the interview, how she's asking the question to Yeah. Lavrov. Oui. Cette semaine, la Russie a bombardé une usine appartenant à des Américains près de la frontière hongroise. J'ai parlé à des personnes qui, franchement, considèrent cela comme une gifle pour le président Trump et pour l'ensemble du processus de paix. N'est-ce pas? Peace process, isn't it? Well, I would say that Eh bien, je dirais que ceux qui souhaitent sincèrement comprendre ce qui se passe devraient savoir à présent que la Russie n'a jamais, au grand jamais, délibérément visé de sites qui ne sont pas liés aux capacités militaires de l'Ukraine. abilities of Ukraine. So, Donc, ce que ça signifie littéralement qu'ils fournissent des armes à l'Ukraine. C'est pour cela que nous les attaquons. with weapons, that's why we're hitting them. Yeah, yeah. Well, and this is Oui, oui. strategy. Eh bien, c'est en fait la stratégie. I wrote about this. J'ai écrit à ce sujet dans le cadre de la théorie des jeux. If you ask the question, Si l'on pose la question, en théorie des jeux, de savoir comment gérer un adversaire ou un ennemi, ou une entité, une personne qui n'a absolument aucune intention de coexister avec vous, de reconnaître et d'accepter votre position, de vous laisser tranquille, mais qui au contraire vous considère comme un ennemi et continuera à agir de manière secrète, discrète, pour essayer de vous détruire, que faites-vous? Et l'une des réponses, l'une des choses à faire, c'est, en plus de clarifier très nettement votre position, en rendant cette position claire, d'émettre également des avertissements selon lesquels vous répondrez de la même manière. Vous rendrez coup pour coup à toute attaque contre vous. for any attacks on you. And so in this case, Dans ce cas, la Russie s'attaque désormais à la source même de l'industrie civile utilisée pour produire des drones ou des composants entrant dans la fabrication de drones employés pour attaquer et tuer des Russes, y compris des civils russes. including Russian civilians. C'est pourquoi, au cours des 3 dernières semaines, on a vu la Russie changer de stratégie et de type de cible. Elle vise désormais les principales raffineries et terminaux pétroliers en Ukraine, dont l'Ukraine possède bien moins que la Russie, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable, et elle s'en prend aussi à cette usine. Ils ont également détruit une autre usine de missiles, qui servait en réalité de couverture pour déguiser le missile Taurus sous une nouvelle apparence et prétendre qu'il était ukrainien.
La Russie utilise ses capacités de renseignement pour identifier ces sites et les détruire. Oui, elle a dit que cette attaque était une gifle pour l'administration Trump. Et voici ce que J.D. Vance en a dit. Trump, étiez-vous en colère lorsque vous avez appris que la Russie avait pris pour cible une entreprise américaine basée en Ukraine? N'était-ce pas un affront au processus de paix? Je n'aime pas ça, Kristen. Mais c'est une guerre. Et c'est pour cela que nous voulons arrêter les tueries. Les Russes ont fait beaucoup de choses que nous n'approuvons pas. Beaucoup de civils sont morts. Nous avons condamné ces actes dès le début. Et franchement, le président Trump a fait plus pour exercer des pressions et appliquer un levier économique sur les Russes, certainement plus que Joe Biden pendant 3 ans et demi, où il n'a fait que parler sans rien faire pour mettre fin aux tueries. Donc vous me demandez ce qui me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est la poursuite de la guerre. Ce qui me met en colère, c'est une présidence et Joe Biden qui pendant 3 ans n'ont rien fait pour mettre fin aux tueries. Ce qui m'enthousiasme vraiment en ce moment, c'est que nous avons un président qui s'engage dans une diplomatie énergique pour tenter de mettre fin aux tueries. C'est ainsi que cela devrait être. Je pense que les Américains devraient en être fiers. Et quel que soit le résultat de tout cela, que la guerre se termine dans 3 mois, 6 mois, ou espérons-le, pas au-delà, mais peut-être, nous devrions être fiers d'avoir un président qui essaye de mettre fin aux tueries. Il l'a déjà fait d'ailleurs. 6 guerres que le président a réussi à conclure partout dans le monde. Celle-ci serait la 7e. C'est la plus compliquée, mais nous essayons malgré tout. J'avais Oui, je veux dire, je suis vraiment fatigué de cette absurdité selon laquelle Trump aurait arrêté 6 guerres. Franchement, c'est juste, c'est un mythe. C'est un mensonge. On le répète sans cesse et à force, les gens finissent par y croire. L'une de ces guerres concernait le Pakistan et l'Inde. Et la façon dont Trump s'en est vanté a tellement énervé les Indiens. C'est aussi pour ça qu'ils lui disent « Hey, tu ne vas pas nous dire d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Va te faire voir. De toute façon, tu as menti sur la façon dont cette guerre s'est terminée. » Bref, désolé de t'interrompre. Quelle était ta question? La question serait, il a dit que dans 6 mois, il pourrait mettre fin au conflit. Pensez-vous que ça soit probable? Il a dit cela pendant l'entretien. Les États-Unis ne le feront pas. Je ne veux pas dire que les États-Unis n'ont aucun levier, car ce n'est pas vrai. Les États-Unis ont un levier important sur les Ukrainiens. En coupant les vivres à l'Ukraine, oui, la guerre pourrait se terminer la semaine prochaine, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Tant que les États-Unis continuent de soutenir les Ukrainiens, ne serait-ce qu'en fournissant des renseignements et en maintenant un certain appui financier, des hommes et des femmes ukrainiens continueront de mourir sur le champ de bataille. La Russie détient le levier en termes de réponse militaire. Il n'y a rien, même si l'Occident disait « D'accord, vous savez quoi, on appuie sur le bouton d'alarme. Troupes de l'OTAN, toutes les nations de l'OTAN, unissons-nous, nous allons attaquer la Russie. L'Europe serait détruite. » À ce moment-là, la Russie n'aurait d'autre choix que d'utiliser des armes nucléaires. Ou en fait, avec les hypersoniques, ils n'auraient même pas besoin d'utiliser des armes nucléaires. Ils peuvent utiliser quelque chose de moins qu'une arme nucléaire, qui semble tout aussi dévastateur, sans beaucoup des effets collatéraux liés à la maladie des radiations. Donc, la Russie détient les cartes militaires et va continuer à les jouer. Ils essayent sérieusement de négocier. C'est pourquoi ils ont déjà eu 3 réunions avec les Ukrainiens. Je ne sais pas si une 4e est prévue. Mais jusqu'à présent, ce que l'on entend du côté ukrainien, c'est « Non, 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 non. Nous n'allons jamais nous rendre.
Très bien. Alors vous savez, c'est comme un match de boxe. Si l'adversaire ne veut pas se rendre, vous continuez à le frapper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever du tapis, ou vous l'étouffez. Et dans ce cas, vous allez continuer à tuer du personnel ukrainien jusqu'à ce qu'il arrive un moment où ils ne pourront plus aligner une force pour se battre. Voilà. 3 autres allitérations en F. Désolé. L'Europe considère-t-elle que l'Ukraine est la seule raison, le seul motif de la présence des États-Unis en Europe? No, Stellant. Je veux dire qu'il semble, aux yeux des Européens, que la seule raison pour laquelle les États-Unis peuvent rester en Europe, c'est à cause de l'Ukraine. S'ils perdent l'Ukraine, ils vont aussi perdre les États-Unis sur le plan géopolitique. Oui, je veux dire, ils peuvent vraiment le croire. Mais il faut alors prendre du recul et se demander, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi insistent-ils autant pour que les États-Unis restent? Est-ce parce que les États-Unis injectent suffisamment d'argent dans leurs économies grâce à notre présence militaire? Le seul pays qui, enfin, je suppose que le principal pays qui en bénéficie est l'Allemagne, à cause de toutes les bases américaines là-bas. Peut-être que la Pologne en tire aussi maintenant un certain avantage économique. La France, non. Le Royaume-Uni non plus. Il y a une présence minimale au Royaume-Uni. Donc je ne suis pas sûr, dans leur logique, de l'avantage qu'ils en tirent réellement. Mais oui, je pense que l'Europe s'inquiète qu'une fois l'Ukraine perdue, il n'y ait plus cet engagement américain. Au fond d'eux-mêmes, ils pensent que peut-être les États-Unis attaqueront, seront prêts à combattre la Russie. Encore une fois, prenons du recul. La Russie ne menace pas d'envahir l'Europe. Et la Russie, vous savez, les États baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, mon Dieu, ce sont de petits pays insupportables. Ils sont insignifiants. Ils n'ont aucune importance dans les affaires mondiales. Tout ce qu'ils représentent, c'est une source potentielle d'irritation pour la Russie. La Russie se contente de les ignorer. Parce que, disons que les 12 ou 13 millions de personnes vivant dans ces 3 pays réunis prenaient les armes et attaquaient la Russie pourrait facilement gérer cela. Et c'est pourquoi l'Occident s'acharne en utilisant ces petits pays pour essayer de développer des partis d'opposition, parce qu'il veut s'en servir comme base pour de futures attaques contre la Russie. La Russie doit donc élaborer une stratégie de confinement, ou trouver comment gérer la Géorgie, comment gérer l'Arménie, comment gérer l'Azerbaïdjan. Et au cours de la semaine et demie écoulée, la Russie a été très claire avec l'Azerbaïdjan sur la politique qu'elle va adopter. Nous vous détruirons. Et en détruisant cette installation pétrolière de la SOCAR à Odessa, la Russie a envoyé un message très fort à Aliyev à Bakou. L'autre point, Larry, concernant l'Ukraine, c'est que les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France estiment que le cas de l'Ukraine pourrait d'une certaine manière les aider à être plus proches des États-Unis. Mais d'un autre côté, on observe des divisions profondes au sein de l'Europe, économiques, géopolitiques et dans leur perception de la Russie. Et même, supposons qu'il y ait un règlement en Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE va entraîner d'énormes problèmes. Eh bien, mis à part le fait de mécontenter les agriculteurs de l'UBMEB et de leur créer de réels désavantages, l'Union européenne n'est plus une puissance économique. C'est un poids plume, et il n'y a aucune perspective de reprise économique forte à l'horizon. L'Europe est en réelle difficulté. Elle fait véritablement face à un effondrement financier. Et par effondrement, j'entends un point où les gouvernements ne pourront plus se financer eux-mêmes, ni fournir les services sociaux qui jusqu'à présent maintiennent la population tranquille. Et intégrer l'Ukraine dans tout cela, c'est simplement ajouter un autre cas désespéré.
Vous savez, la seule raison pour laquelle les Européens pourraient envisager cela, c'est leur espoir d'exploiter l'Ukraine pour ses ressources naturelles. Mais l'Ukraine, avant que tout cela ne se termine, je pense que tout le territoire à l'est du Dniepr sera sous contrôle russe, à moins que les Ukrainiens et l'Occident ne retrouvent la raison et n'acceptent d'arrêter cette affaire par la négociation, comme la Russie a déjà exposé les conditions. Voici ce que dit Lavrov, Larry, à propos de Zelensky et de la possible rencontre entre Poutine et Zelensky. Voyez-vous, le président Zelensky et Wojtyla Stalensky est le dirigeant légitime de l'Ukraine. Le président Poutine ne le reconnaît pas comme le dirigeant légitime de l'Ukraine. Non, nous le reconnaissons comme le chef de facto du régime, et à ce titre, nous sommes prêts à le rencontrer. Mais lorsqu'il s'agit de signer des documents officiels, vous ne voulez voir qu'une partie de la réalité, ce qui vous arrange. Lorsque nous arriverons à l'étape où des documents devront être signés, il faudra que tout le monde comprenne très clairement que la personne qui signe est légitime. Or, selon la constitution ukrainienne, M. Zelensky ne l'est pas actuellement. Oui, elle a répondu, « Oh, si, il l'est. Non, il ne l'est pas. Tu sais, la bimbo, elle ne comprend même pas la Constitution. Il gouverne par la loi martiale. Donc tu sais, Lavrov a été très clair, écoutez, on veut bien lui parler, mais il faut que ce soit quelqu'un qui, selon la Constitution ukrainienne, soit légalement compétent pour signer un accord. » Alors, si Donald Trump est sincère dans la façon dont il parle de l'Ukraine, quelle serait la prochaine étape pour les États-Unis? Veulent-ils vraiment faire pression sur Zelensky pour organiser de nouvelles élections? Encore une fois, je reviens là-dessus. Trump a le pouvoir de le faire, mais cela implique de couper le renseignement, de couper l'aide militaire, de couper l'aide financière, ou de dire à Zelensky, voilà ce que vous allez faire. Et si ce n'est pas fait d'ici lundi prochain, alors nous mettrons en place ces mesures. Je veux dire, il faut fixer une date limite, fixer l'objectif, leur dire ce qu'ils doivent faire. Jusqu'à présent, Trump n'est pas prêt à le faire. Nous n'en avons vu aucune preuve. Larry, nous avons parlé d'Erashnik à de nombreuses reprises. Quelle serait l'escalade qui pourrait amener Erashnik à entrer en ligne de compte dans l'esprit des Russes? Quelle serait cette condition? Oui, si une frappe aérienne ou de missile, ou si un missile occidental frappe plus profondément en Russie ou une installation nucléaire, l'Ukraine a déjà, vous savez, intensifié ses attaques, tenté des attaques contre ces installations nucléaires en Russie, à Kursk et à Zaporizhia. Ce sont les deux plus récentes. Oui, je pense qu'à ce moment-là, la Russie pourrait alors prendre la décision d'employer les Erashnik. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Oui, Paul Craig Roberts est ici. je sais, tu as dit que tu devais faire venir le gars plus beau et plus intelligent. Donc d'accord, je comprends. Paul, ravi de te voir. Merci Larry. À au revoir. Au revoir. Bonjour Paul, comment ça va? Salut Nima, bien merci. Paul, vous avez écrit un nouvel article sur votre site web. Vous avez dit qu'il y a peut-être quelque chose au bout du tunnel, une sorte de lumière au bout du tunnel. Comment voyez-vous cette situation? Y a-t-il un quelconque espoir dans ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie? Eh bien, Nima, je n'ai pas écrit cet article. C'était un article rédigé par un expert géopolitique russe pour le site web. Je trouvais que nous avions beaucoup d'explications venant des États-Unis
et je lui ai demandé s'il pouvait en fournir une du point de vue russe, ce qu'il pensait de tout cela. Parce que, comme tu le sais et comme nous en avons parlé, nous recevions beaucoup de déclarations optimistes de la part de personnes comme Witkoff sur la façon dont Poutine était accommodant envers Trump et sur sa volonté d'échanger des territoires ou d'accepter une sorte de garantie de sécurité de l'OTAN pour l'Ukraine et tout cela. Cela n'avait aucun sens pour moi. Je lui ai donc demandé ce que pensaient les Russes, et il m'a dit que la position de Poutine était claire et inchangée. Il n'y aurait pas d'échange de territoire. Ils n'accepteront pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN simplement en refusant d'admettre que l'Ukraine en est membre, et la position russe est restée la même. Point final. Et il s'attendait à ce que cela l'emporte. Moi aussi. Je pense que la position russe est la seule qui ait du sens. Et comme Poutine et Lavrov l'ont souligné depuis des années, il faut s'attaquer à la cause profonde, et mettre fin au conflit ne règle pas la cause profonde. Nous en avons déjà parlé. La cause profonde est l'absence d'un accord de sécurité mutuelle et la présence de l'OTAN à la frontière de la Russie, ce qui rend les Russes anxieux. Donc la cause fondamentale est l'insécurité, et la solution consiste à éliminer cette insécurité. Je pense que cela finira par arriver lorsque Poutine se rendra compte qu'il a commis une erreur en laissant la guerre s'éterniser aussi longtemps. Il essayait d'éviter d'alarmer l'Occident en obtenant une victoire rapide et convaincante, mais le résultat a été différent de ce qu'il espérait. Le résultat a été que cela a de plus en plus impliqué l'Occident et créé de plus en plus de soutien à la guerre en Occident, et ainsi de suite. Donc si l'on regarde Nima, les développements récents, c'est presque comme si Trump était arrivé à la conclusion que Zelensky est tellement résistant et que Poutine est tellement inflexible dans sa position que la meilleure façon pour Trump de s'en sortir serait que la Russie se dépêche d'en finir. En d'autres termes, comme il l'a dit à Netanyahou, « Dépêchez-vous d'en finir à Gaza, on en a assez d'être embarrassé par cette situation. » Eh bien, je pense qu'il adopte peut-être la même approche pour l'Ukraine, et il espère simplement que Poutine va se dépêcher d'en finir, parce qu'une fois que tout le territoire russe aura été pris par Poutine, il aura atteint ses objectifs de guerre. Et donc la question devient, quelle sera la taille de la zone tampon? Et cela dépendra de l'Ukraine, d'éviter une zone tampon de plus en plus grande qui grignote toujours plus l'Ukraine, en revenant à la raison et en disant « Oui, vous avez raison, nous devrions être amis avec la Russie. L'Ukraine a fait partie de la Russie pendant la majeure partie de notre existence, et nous n'avons pas besoin d'être en conflit avec la Russie, et en trouvant une solution raisonnable. » Cela mettrait alors toutes sortes de pressions sur Washington et l'Occident pour qu'ils s'associent en disant « Eh bien, vous savez, nous n'avons pas vraiment besoin d'être en guerre avec la Russie non plus. Retirons l'OTAN des frontières. » Donc quelque chose comme ça, Nima, pourrait arriver. Je veux dire, c'est très optimiste. Mais c'est un scénario possible. Je ne lui donne pas particulièrement une chance sur deux ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Vous savez, les autres types de solutions sont difficiles pour Trump. Par exemple, Trump ne peut pas se débarrasser du complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel est présent dans presque tous les États américains, soit sous la forme d'une base militaire, soit comme fabricant d'armement. Ils exercent donc une influence considérable sur les gouverneurs, les membres du Congrès et les sénateurs, car ils sont représentés dans leurs États et sont aussi d'importants contributeurs aux campagnes électorales. Ainsi, si Trump adoptait l'approche dont nous avons parlé par le passé, c'est-à-dire couper les livraisons d'armes, l'argent et le soutien diplomatique,
alors Zelensky n'aurait pas d'autre choix que de trouver un accord avec Poutine, selon les conditions de Poutine. Mais si Trump fait cela, alors tous ces sénateurs, républicains et démocrates, ainsi que les membres du Congrès et les gouverneurs qui dépendent du complexe militaro-industriel, non seulement pour les emplois et les impôts dans leurs États, mais aussi pour les contributions à leur campagne, vont lui tomber dessus, et cela va lui causer toutes sortes de problèmes. Donc, il ne peut vraiment pas faire ça. C'est une contrainte trop importante pour qu'il puisse la défier. Cette approche, qui est la plus simple, la plus directe et la plus sûre pour régler le problème, il ne peut pas l'adopter. Elle est tout simplement exclue. Et puis il y a ce dont nous avons parlé, la doctrine de l'hégémonie américaine. C'est une doctrine institutionnalisée. Et lorsque Paul Wolfowitz a exprimé cette doctrine, je crois en 1991, rappelez-vous, cette doctrine était accompagnée du plan 7 pays en 5 ans. Donc, ce dont Wolfowitz parlait réellement, ce n'était pas seulement de l'hégémonie américaine, mais aussi de celle d'Israël. America's hegemony, but Israel's in the Middle East. Because what this doctrine, Au Moyen-Orient, parce que le but de cette doctrine était d'envoyer des forces américaines pour éliminer les opposants à l'expansion d'Israël. Ainsi, nous avons éliminé 5 ou 6 pays pour eux, et nous ne savons pas si nous serons impliqués dans l'élimination d'un ou deux autres, comme l'Iran. Donc cette doctrine existe, et si Trump pouvait d'une manière ou d'une autre obtenir suffisamment de membres de la Chambre et du Sénat, ainsi que ses propres nommés, et qu'ils puissent tous dire, vous savez, cette doctrine fait obstacle à la paix. Comment pouvons-nous être perçus comme des artisans de la paix, notamment par les Russes, les Chinois et les Iraniens, alors que nous avons une doctrine qui affirme que nous avons le droit d'exercer une hégémonie sur eux et que notre objectif principal est de les éliminer s'ils se trouvent en position de bloquer notre unilatéralisme. Ce n'est pas une doctrine qui puisse conférer une quelconque crédibilité à un artisan de la paix. Ainsi, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre la répudier, si Trump avait suffisamment de soutien pour rejeter cette doctrine, cela aiderait énormément. J'ignore si Trump ou quelqu'un dans son administration y a déjà songé. Je ne sais pas à quel point l'opposition serait farouche. Je pense que beaucoup de conservateurs diraient « Oh, il nous vend aux Russes ». Ce serait une chose délicate, mais cela mérite beaucoup de réflexion et d'enquête. Si l'on considère qu'il ne peut pas se débarrasser du complexe militaro-sécuritaire et qu'il porte autour du cou cette doctrine de l'hégémonie qui est un poids énorme, la solution devient le triomphe de la Russie sur le terrain. Et il semble que c'est ce qui est en train de se passer. Cela ne peut pas être très loin, à moins que Poutine, encore une fois, ne ralentisse tout. Donc, Nima, ce serait une bonne chose si Trump pouvait prétendre avoir réglé la guerre en Ukraine. L'avantage serait que sa position serait renforcée face à Netanyahou, qui risque de nous entraîner dans une guerre avec l'Iran, car cette question reste non résolue. Nous ne savons toujours pas comment Trump va gérer cela, ni comment il va y mettre fin, tout en survivant au lobby israélien, qui est tout aussi puissant que le complexe militaro-sécuritaire. On peut donc voir les contraintes qui pèsent sur Trump, et il lui est très difficile de faire quoi que ce soit. D'un côté, il y a le complexe militaro-sécuritaire, de l'autre le lobby israélien, ainsi que la doctrine de l'hégémonie. Il est donc vraiment difficile de parler d'une solution optimiste lorsqu'un président est confronté à de telles contraintes. Vous savez, ce serait un immense exploit pour lui de surmonter ces obstacles et de réellement mettre fin au conflit avec la Russie, ce qui est bien plus important que de mettre fin à une guerre relativement petite et limitée.
Paul, nous avons reçu le chef de l'opposition à la Knesset, Yair Lapid. Il a déclaré que la guerre à Gaza s'est transformée en un scénario à l'Afghan pour Israël. Si Gaza devient l'Afghanistan, comment peut-on imaginer qu'Israël puisse s'opposer à l'Iran? Eh bien, je ne vois pas en quoi Gaza est en train de devenir l'Afghanistan. Je veux dire, l'endroit est détruit. Des centaines de milliers de personnes sont mortes. Les enfants meurent de malnutrition et de maladies. Les gens meurent de faim. Tout dans le pays est détruit, toute l'infrastructure. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas de système d'eau, pas d'électricité. Il me semble que les Israéliens ont fait à Gaza ce que les Romains ont fait à Carthage. Ils ont complètement anéanti l'endroit. Il y a encore des survivants, mais ils sont tous en train de mourir d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez les photos, vous voyez les enfants, ils sont squelettiques. Il n'y a pas de médicaments. C'est une situation épouvantable. Et pourtant, le monde ne s'en plaint pas beaucoup. Donc je ne serais pas d'accord avec cette conclusion. Je ne pense pas qu'Israël puisse faire la guerre à l'Iran. C'est pourquoi ils veulent que nous le fassions à leur place. Et on pourrait se demander, pourquoi le ferions-nous? Eh bien, pourquoi l'avons-nous fait pour eux en Irak, en Syrie, en Libye et en Somalie? Peut-être au Soudan. Nous n'avons rien fait contre la destruction de la Palestine. En fait, nous l'avons fait pour eux, parce que nous avons fourni les armes, l'argent et la couverture diplomatique, sans lesquelles ils n'auraient pas pu le faire. C'est donc une autre responsabilité américaine, la destruction de la Palestine. La vraie question est de savoir si le lobby israélien et si la connexion entre Trump et les sionistes sont à ce point solides que nous deviendrons le prochain instrument d'Israël pour éliminer un obstacle restant à son expansion. Voilà la véritable question. Et le fait que, enfin, depuis combien de temps cette destruction de Gaza dure-t-elle? Vous savez, tout cela dure depuis 1947. Mais je parle de la destruction physique actuelle de Gaza. Est-ce la 3e année? Quand? Je ne me souviens plus. Le 7 octobre de quelle année a eu lieu l'attaque du Hamas? J'ai même oublié, c'était en 2023. 2023, oui. Donc cela continue et le monde ne fait rien. Et vous savez, je crois avoir vu que les Israéliens eux-mêmes ont publié un rapport indiquant que plus de 80% des victimes étaient des civils. Donc les Israéliens ont admis qu'ils ne tuaient pas seulement des soldats du Hamas. Eh bien, je ne... Mais la guerre avec l'Iran, Paul, c'est quelque chose de différent. Je pense que les États-Unis ont... L'administration Trump le sait bien, à cause des 12 jours de guerre. Ce n'était pas quelque chose de bénéfique pour Israël. Et nous savons que l'administration américaine a décidé d'intervenir à la fin de ces 12 jours, simplement pour mettre fin au conflit, parce qu'ils voyaient ce qui se passait avec Israël et ce qui arrivait avec les missiles qui tombaient sur Israël. C'est pourquoi je ne comprends pas vraiment pourquoi Israël pousserait dans ce sens. Eh bien, il ferait pression pour que nous soyons plus impliqués, mais il y a des limites à ce que les États-Unis peuvent faire, à moins d'en arriver au nucléaire. Cela entraînerait, et l'escalade serait énorme si ça prenait cette direction. Il faut se rappeler que nous sommes maintenant à la frontière nord de l'Iran. Nous avons acquis ce corridor qui longe la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec l'Iran. Donc l'Iran est désormais encerclé. Il y a toujours l'alternative d'utiliser des djihadistes contre eux, comme nous l'avons fait contre la Syrie. Il y a toujours la possibilité de nouvelles assassinats de dirigeants iraniens. Je veux dire, si l'on pense à combien de membres de la direction iranienne ont été éliminés,
C'est comme pour la direction du Hezbollah au Liban. It's just like the leadership of Hezbollah in Iran. You know, Israel basically has decapitated the whole movement. Vous savez, Israël a pratiquement décapité tout le mouvement. Vous vous souvenez, jusqu'au téléphone portable, tout a explosé. Même les commandants de rang inférieur du Hezbollah ont été tués. Donc cette option existe toujours. Il y a toujours la menace que nous attaquions avec des armes nucléaires. C'est possible. La question est de savoir si Trump va se laisser entraîner là-dedans. Et il pourrait, par exemple, s'il met fin à la guerre en Ukraine et que, d'une manière ou d'une autre, les Européens ne la poursuivent pas en achetant toutes les armes du complexe militaro-industriel américain, ce complexe va chercher un autre moyen de faire des profits et il s'alliera avec Israël. Et nous aurons Lindsey Graham et les autres en train de fulminer, de crier et de hurler que l'Iran est la menace. Et tout cela peut arriver. Il faut comprendre que les politiciens vivent dans un monde de contraintes. Ils ne sont pas comme vous. Ils ne s'assoient pas pour réfléchir de manière rationnelle et raisonnable. Ils sont dans une impasse. Comment s'en sortir? Et quand on a des gens qui doivent prendre des décisions dans ces conditions, on peut avoir toutes sortes de mauvaises décisions. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Je ne pense pas que nous en ayons parlé. Toi et moi, j'en ai certainement écrit. J'ai récemment lu les histoires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale par A.J.P. Taylor, et elles étaient toutes le produit de négociations de paix. Et la raison en était que toutes les personnes impliquées dans les négociations de paix étaient soumises à tellement de contraintes qu'elles ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions. Le résultat, ce furent donc des erreurs. Des erreurs qui se sont accumulées jusqu'à ce que la guerre en soit la conséquence. Voilà la véritable nature de la politique. Ce ne sont pas ces personnes extrêmement intelligentes, détachées émotionnellement, sans aucun intérêt personnel, qui réfléchissent rationnellement à la manière de résoudre le problème. Ce n'est pas ce qui se passe. On assiste à toutes sortes de mauvaises décisions, même de la part de personnes très intelligentes, comme Nixon et Kissinger. C'étaient deux personnes vraiment bien informées. Nixon était probablement le président le mieux informé que nous ayons jamais eu en matière d'affaires étrangères. Je ressens vraiment la même chose que toi à propos de Nixon. Oui. Voyez-vous, il était désespéré de sortir du Vietnam. Il ne voulait pas de cette guerre. C'était la guerre de Lyndon B. Johnson et des démocrates. Il était désespéré de s'en aller, mais le Nord ne le laissait pas partir. Je pense qu'ils ont décidé de donner une leçon aux puissances coloniales, et il ne pouvait pas partir sans saper sa propre base intérieure. S'il s'était simplement retiré et avait perdu la guerre, alors tous les conservateurs se seraient retournés contre lui. Vous avez trahi la liberté. Vous voyez, ils avaient cette théorie des dominos. Et si le Vietnam tombait, si le Sud-Vietnam tombait, toute l'Asie allait tomber. Et cela était sans cesse martelé dans l'esprit des gens. Donc, tous les conservateurs étaient pour la guerre, non pas pour une raison particulière concernant les Nord-Vietnamiens, mais pour empêcher la chute du domino, car cela rapprocherait la tyrannie communiste du monde libre. Ils étaient donc désespérés de s'en sortir. Ils ne pouvaient pas s'en sortir, et la seule solution qu'ils ont trouvée a été d'intensifier la force. Ils sont donc intervenus au Cambodge et au Laos. Vous voyez, ils sont encore détestés par la gauche, qui dit « Oh, Nixon avait promis la paix et il a étendu la guerre. » Eh bien, il ne voulait pas étendre la guerre. C'était la seule chose à laquelle lui et Kissinger pouvaient penser, qui semblait pouvoir amener les Nord-Vietnamiens à négocier quelque chose qui permettrait aux Américains de partir sans leur infliger une défaite.
so that Nixon could claim if we didn't win, at least. Ainsi, Nixon pouvait prétendre que si nous ne gagnions pas, au moins nous l'avions réglé entre nous ou quelque chose comme ça. Et donc ça s'est terminé en désastre pour Nixon. Et même pour Kissinger. Vous savez, Kissinger, il y avait tellement de mandats d'arrêt contre lui qu'il ne pouvait aller nulle part. C'était incroyable. Un secrétaire d'État américain et ancien conseiller à la sécurité nationale. Et il ne peut pas voyager à l'étranger parce qu'il serait arrêté. Voilà ce qui arrive. Ce n'était pas le bazar de Nixon et Kissinger. Ils l'ont hérité en arrivant au pouvoir et ils n'ont pas pu s'en débarrasser. Alors ils ont essayé d'utiliser de plus en plus la force, vous savez, le napalm, l'agent orange, l'invasion du Cambodge et du Laos. Voilà ce qui se passe vraiment. Et c'est pourquoi je pense que les négociations de paix sont dangereuses. Paul, ne penses-tu pas que la guerre avec la doctrine s'est déjà autodétruite à cause de ce qui se passe en Ukraine, de la montée en puissance de la Russie et de la façon dont l'Europe s'est elle-même détruite? Et ce n'est pas seulement une question d'Europe, c'est une question de pouvoir total de l'Occident. Regarde l'Amérique du Sud, le Brésil, regarde l'Inde, la façon dont l'Inde parle de résister à la pression américaine. Regarde les BRICS, l'OCS, tous ces événements qui se produisent, tout cela va à l'encontre de la doctrine Wolfowitz. Tu regardes les Wolfowitz et tout est à l'encontre. Comment vois-tu cela? Eh bien, je pense que tu as raison de dire que cette doctrine n'a jamais été réaliste. Et maintenant, elle l'est encore moins, mais elle subsiste malgré tout. C'est donc une sorte de contrainte que les décideurs à Washington ne veulent pas affronter. Et si elle n'était plus efficace, pourquoi avons-nous déclenché les problèmes en Ukraine? Tu sais, nous avons renversé le gouvernement, nous sommes responsables de la guerre. Tout cela a été fait pour faire pression sur la Russie, pour essayer de la déstabiliser ou de lui faire sentir qu'elle devait s'accommoder de nous et accepter notre leadership afin d'éviter ce genre de situation. Donc même la question ukrainienne est le produit de cette doctrine d'hégémonie. C'est aussi la raison de tout le conflit avec la Chine. La Chine monte en puissance et leur approche en Asie est différente de la nôtre. C'est viens, sois ami avec nous, on va te rendre riche. C'est pas et je veux une base militaire ici. Ou tu vois, donc tu as raison, la doctrine est irréaliste, mais elle est toujours en vigueur. Et pourquoi? Pourquoi est-elle en vigueur? Qu'est-ce qui empêche une évaluation honnête, non seulement de son irréalisme, mais aussi de tous les problèmes qu'elle a causés? Tu sais, on a été à deux doigts de, si ce n'était pas pour Poutine, on aurait probablement déjà eu une grande guerre. Il a toujours tendu l'autre joue pour l'éviter, c'est rare. C'est pareil avec les Chinois. Et on a déjà attaqué l'Iran. Donc oui, nous pouvons les attaquer à nouveau. Si Israël peut amener des États conservateurs à adopter des lois stipulant que si vous critiquez Israël, vous ne pouvez pas travailler pour le gouvernement, vous ne pouvez pas obtenir de contrats publics, et vous pourriez même être considéré comme un criminel de haine ou un terroriste. C'est du pouvoir. Et ce genre de pouvoir est une contrainte. Si le gouvernement républicain du Texas s'y soumet, c'est clairement la même chose en Floride. La même chose en Floride et DeSantis, considéré par beaucoup comme un héros, et bien sûr pour la Floride. Il faisait ce qu'il voulait, il n'a suivi aucun fichu confinement. Donc c'est peut-être le cas. Pendant 3 semaines, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'en est débarrassé. Il n'y avait pas de mandat. Toutes les choses que le reste du pays a subies, cela ne s'est pas produit en Floride. Nous avons continué notre vie, les plages étaient ouvertes, mais même lui a été contraint de faire passer toutes sortes de lois qui interdisent de critiquer Israël. Cela montre donc la nature des contraintes, même sur les dirigeants bien soutenus.
Et donc Trump y fait face. Il y a toutes sortes de contraintes. Je n'ai parlé que du complexe militaro-sécuritaire et des Israéliens, mais il y a beaucoup de contraintes sur les gens, sur les dirigeants politiques, et c'est difficile pour eux. La Chine est-elle la principale cible de ce qui se passe avec la grande stratégie des États-Unis? Si l'on regarde la Russie et l'Iran, vous avez mentionné les deux, la Russie est en guerre directe avec l'Occident depuis plus de 3 ans. L'Iran a été attaqué par Israël, puis par les États-Unis. Nous savons que ces deux pays jouent un rôle crucial dans ce qui se passe avec la Chine, car ils fournissent à la Chine de l'énergie. La Chine, sans ces deux pays, je pense qu'elle serait dévastée. Elle ne survivrait pas. Était-ce l'objectif principal? Eh bien, cela dépend de la profondeur de la réflexion à Washington concernant leur hégémonie, car il est évident que si vous privez la Chine de pétrole, ils sont dans de beaux draps. Mais si vous faites cela, vous allez probablement précipiter une guerre, car c'est ce que nous avons fait avec le Japon. C'est ce que Roosevelt a fait. Il a privé le Japon d'énergie. Et donc ils ont dit nous devons faire la guerre. Et ils ont attaqué Pearl Harbor pour essayer de paralyser notre flotte, afin que nous ne puissions pas interférer avec eux dans le Pacifique. Donc c'est la guerre. Priver un pays d'énergie est un acte de guerre, et les Chinois le comprendraient. Cela nous ramène donc au danger que représente pour nous la doctrine de l'hégémonie. Que signifie réellement le fait de pouvoir prévaloir sur les autres? C'est une sorte de doctrine de domination par la force. Par le passé, nous comptions sur des pots de vin ou des sacs remplis d'argent. Nous donnons simplement aux dirigeants des sacs remplis d'argent, et ainsi ils se conforment. Mais si vous comptez sur la force, le résultat risque d'être la guerre. Et bien sûr, les Chinois disposent d'une puissance militaire considérable. Je veux dire, ils ont des armes nucléaires, ils ont des missiles balistiques intercontinentaux. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, lorsqu'un idiot à Washington a publié un plan expliquant comment nous éliminerions la Chine avec des armes nucléaires, les Chinois ont immédiatement répondu avec leur propre plan, montrant comment ils nous élimineraient. Vous vous souvenez de cela? Ils disaient, ces missiles arrivent par ici, et ceux-là sont là-bas. Donc, je ne vois aucun avantage à essayer d'exercer une hégémonie s'il y a la moindre chance que cela aboutisse à une grande guerre. Surtout une guerre nucléaire. Où est l'intérêt? Alors, pourquoi prendre un tel risque? Il vaut bien mieux avoir des amis que des ennemis. Maintenant, ce n'est pas vrai pour le complexe militaro-sécuritaire. Ils ont besoin d'ennemis pour justifier leur budget et leur pouvoir. Et ce n'est pas vrai pour Israël si l'on poursuit l'objectif du Grand Israël. Mais pour la plupart des gens, il est bien préférable d'avoir des amis plutôt que des ennemis. Alors, à quel point le gouvernement de Washington est-il puissant si Israël et le complexe militaro-sécuritaire peuvent nous forcer à avoir des ennemis au lieu d'amis? Poutine a clairement exprimé depuis des années qu'il voulait être l'ami de l'Occident. C'est ce qu'il souhaite. Et la Chine a clairement dit qu'elle voulait coopérer. Entendons-nous, gagnons de l'argent ensemble. Pourquoi devrions-nous nous battre pour savoir qui a 51% et qui a 49%? 49%, c'est déjà beaucoup. Et bien sûr, nous nous sommes opposés à l'Iran de notre propre initiative, sans que ce soit Israël qui nous y pousse, depuis que la révolution iranienne a renversé le Shah, saisi l'ambassade américaine et retenu des Américains en otage. C'est donc un échec de la diplomatie aux États-Unis. C'est ce que c'est. Mais cela a des raisons historiques. Vous savez, nous avons eu la guerre froide, donc les gens sont habitués à considérer les Russes comme l'ennemi. Ils sont l'ennemi depuis 1950.
L'Iran est l'ennemi depuis Khomeini et sa révolution en 1969 qui a instauré un gouvernement islamique. Cela agace particulièrement les libéraux parce qu'ils ne possèdent aucune religion nulle part, encore moins un gouvernement qui contrôle un pays. Donc la manière de gérer toutes ces contraintes, c'est une chose très difficile. Et Trump est vraiment dans une situation difficile. C'est vraiment compliqué. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, regardez les ennuis dans lesquels Nixon s'est retrouvé. Il ne pouvait pas sortir de la guerre du Vietnam d'une manière qui ne l'aurait pas détruit auprès de sa propre base électorale. Donc c'est irréaliste, de la part de la gauche, d'attendre du président qu'il se suicide politiquement en capitulant devant les Nord-Vietnamiens ou en abandonnant ce que nous avons finalement dû faire. Nous avons été forcés de partir, pareil en Afghanistan, et je soupçonne qu'il en serait de même en Iran et certainement avec la Russie et la Chine. Alors pourquoi continuer avec ces antagonismes? C'est là-dessus que tout devrait se concentrer. Comment se débarrasser de ces antagonismes? Et la discussion devrait être ouverte pour que les gens commencent à comprendre qu'il est stupide de tenir Trump pour responsable s'il résout une situation qui représente une menace pour nous. Mais il pense que, d'une certaine manière, nous avons été rabaissés en résolvant la situation parce que nous n'avons pas triomphé d'une façon ou d'une autre. Quand les gens pensent ainsi, c'est cela qui les limite. Je l'ai décrit avec Nixon et je l'ai décrit avec Trump. Et c'est simplement la situation. Et je me répète, A.J.P. Taylor l'a décrit, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, tous les participants étaient soumis à ces contraintes. Ils ne pouvaient tout simplement pas prendre une bonne décision. Et les populations de ces pays étaient toutes endoctrinées et soumises à la propagande, remplies de haine ancestrale, et ainsi de suite. Et tout cela constituait des contraintes, en plus des intérêts financiers, des intérêts économiques, des agendas et ambitions personnelles. Et tout cela rend les choses très difficiles. Les politiciens ne sont pas des dictateurs. Ils ne sont pas des Césars. Et en fait, dans l'histoire, même les dictateurs et les Césars ne sont pas exempts de contraintes. Paul, dans le cas du complexe militaro-industriel, je pense qu'à court terme, on peut dire qu'ils sont les gagnants de ce qui se passe en Ukraine. Mais à long terme, la manière dont ils ont été humiliés au cours de la guerre en Ukraine porte en quelque sorte atteinte à l'image qu'ils avaient auparavant. Eh bien, pas nécessairement. C'est un peu comme la guerre du Vietnam. Tous les conservateurs disaient que nous aurions pu gagner cette guerre, mais qu'on ne nous a pas laissé la mener. On ne nous a pas permis d'entrer et de détruire le Nord-Vietnam. Eh bien, l'une des raisons était qu'on ne savait pas ce que feraient les Soviétiques. Donc, quand on essaye de mener une guerre sans risquer l'implication d'armes nucléaires et que l'adversaire est déterminé, alors on se bat avec une main attachée dans le dos. Et cela devient donc une excuse pour des gens comme les conservateurs. Eh bien, nous aurions gagné, mais ils ne nous ont pas laissé nous battre. Nous avons dû nous battre les mains attachées dans le dos, et ainsi de suite. Donc ce genre de choses, rien ne semble vraiment discréditer le complexe militaro-industriel, parce que les contributions de campagne sont plus importantes. Même pas des avions qui ne fonctionnent pas, même pas des dépassements de coûts incroyables qui durent indéfiniment, même pas des milliers de milliards de dollars manquants que le Pentagone ne peut pas justifier. Où est passé tout cet argent? Ces choses n'ont pas l'effet que l'on pourrait penser, vous voyez. Paul, je pense que le signe positif de la rencontre entre Donald Trump et Poutine a été la question d'un cessez-le-feu. Donald Trump a cessé d'en parler.
Voici ce que J.D. Vance a dit lors de sa récente interview à propos du cessez-le-feu. About the ceasefire. Les sanctions n'allaient pas aboutir à un cessez-le-feu. Je pense que c'est évidemment correct. Si vous regardez la façon dont les Russes se sont comportés, ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils ne veulent pas de cessez-le-feu pour des raisons complexes. Nous, bien sûr, avons plaidé en faveur d'un cessez-le-feu. Mais encore une fois, nous ne contrôlons pas ce que fait la Russie. Si c'était le cas, la guerre serait terminée depuis 7 mois. Ce que nous pensons cependant, c'est que nous avons encore beaucoup d'atouts. Le président des États-Unis a encore beaucoup de cartes à jouer pour exercer des pressions et tenter de mettre fin à ce conflit. Et c'est ce que nous allons faire. What are those cards that J.D. Vance is talking about, Paul? De quelles cartes parle J.D. Vance, Paul? Les cartes imaginaires? Écoutez, la raison pour laquelle Poutine est allé en Alaska, c'est que l'offre dont Poutine a parlé, qui était raisonnable, était une rencontre avec Trump sans aucune condition préalable. J'ai appris cela des Russes. Donc la raison pour laquelle Poutine y est allé, c'est qu'il n'y avait pas de conditions préalables. Il n'avait donc rien à accepter pour avoir une rencontre. Et il est allé voir si Trump pouvait comprendre sa position sur les causes profondes. Et il semble qu'au moins Trump ait compris que le cessez-le-feu n'apporte rien concernant les causes profondes de la guerre. Donc, c'est une bonne chose. Et si Trump continue à comprendre la situation, il reste néanmoins limité par tout ce dont nous avons parlé dans cette émission. Donc, selon moi, pour Trump, la solution privilégiée serait que Poutine se bouge enfin et gagne la guerre. C'est ainsi que Trump pourrait s'en débarrasser. Ensuite, il pourrait se mettre en avant en président à la reddition de Zelensky face à Poutine et en tirer une certaine reconnaissance. Et je pense que Poutine le laisserait faire. Poutine n'est pas les Nord-Vietnamiens. Il n'est pas là pour donner une leçon à la puissance coloniale. Il cherche une solution. Donc je pense que c'est l'issue la plus favorable, et cela nécessite vraiment que Poutine prenne conscience qu'il a commis une erreur terrible en laissant cette guerre durer aussi longtemps. Et c'est cette guerre qui dure depuis longtemps qui est la cause du problème actuel. Si cette guerre n'avait duré que quelques semaines, quelques mois, si elle avait été terminée, l'attitude du monde entier envers la Russie serait différente. Personne ne penserait « Oh, on peut les user à l'usure » ou « On peut provoquer la dissidence et saper le gouvernement ». Toutes ces discussions insensées que nous avons eues, elles n'existeraient pas. Les gens diraient « Il ne faut pas les provoquer. Vous voyez ce qui arrive. Il faut qu'on trouve un moyen de vivre avec eux. » C'est un peu comme dans ce film « Josie Wales hors la loi » où Clint Eastwood s'approche du chef indien et il dit, je ne reprends pas les mots exacts, mais il dit, écoute, il faut qu'on trouve un moyen de vivre ensemble, sinon on va finir par s'entretuer. Et ils trouvent comment vivre ensemble. Voilà le vrai enjeu. Voilà le véritable défi. Et on ne vit pas ensemble si l'on exerce une hégémonie ou si l'on essaie de le faire. Donc à mon avis, l'espoir, c'est que Poutine comprenne. Trump est enclin à ce que Poutine procède comme il a dit à Netanyahou de se dépêcher et d'en finir. On en a assez, ça me cause trop de problèmes. Règle ça vite. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Zelensky et les Européens ne voient pas ce qui est évident. C'est ça, le vrai mystère. À quoi pense Zelensky? That's the real puzzle. What is Zelensky thinking? And, Et il pense à son manoir en Floride. Il pense pas, eh bien, vous savez... Je pense, comme tu l'as dit la dernière fois qu'on a parlé, qu'ils envoient 50 milliards de dollars par semaine, 50 millions par semaine, ou par jour, ou quelque chose comme ça. Eh bien, il doit être l'un des hommes les plus riches du monde maintenant. Il doit être au même niveau que Bezos et Bill Gates.
Alors pourquoi ne se contente-t-il pas d'abandonner, de partir et de rejoindre Joyce? Parce que les personnes qu'il paye ne lui ont pas dit que c'était terminé. C'est la seule raison. Oui, c'est possible. S'il encaisse, ils vont simplement l'assassiner et récupérer l'argent. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Oui, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, Nima. Merci beaucoup. See you soon. See you soon. À bientôt, à bientôt.